Vous m'entendez bien? C'est bon? Donc moi, je m'appelle Julie Dupuis. Je suis infirmière depuis 10 ans à Sainte-Anne, dont 8 ans à l'équipe de liaison d'addictologie du coup de la GHU. Et aujourd'hui, je suis venue pour vous présenter le protocole de recherche Phoenix. En fait, c'est un PHRIP dont je suis la coordinatrice et la porteuse du projet. Voilà. Donc déjà, pour que vous compreniez où est-ce que je travaille, moi en fait, je travaille dans le pôle Moreau de Tours. En fait, c'est un service qui regroupe deux XAPA. Donc, les XAPA, c'est les centres d'accompagnement et de prévention des addictions. Vous êtes peut-être déjà passé en stage chez nous. Donc, il y a à la fois un XAPA qui est situé dans Sainte-Anne, un qui est situé à la prison de la Santé, et puis il y a l'équipe de liaison d'addictologie. Voilà. Et du coup, dans notre service, on fait de l'enseignement, de la recherche en addictologie. Par exemple, on a un DU addiction, morbidité et comorbidité psychiatrique que j'ai fait en 2015, qui est ouvert du coup aux infirmiers, c'est intéressant. Il y a aussi une formation pour les médecins pour qu'ils deviennent addictologues. On fait des groupes de parole, des ateliers, des groupes thérapeutiques. On donne aussi des traitements sur place de substitution pour les personnes qui ont des consommations d'opiacés. Voilà, les patients viennent en ambulatoire et on essaye de vraiment favoriser le réseau en addictologie. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'équipe de liaison d'addictologie? En fait, là, je travaille dans une nouvelle équipe qui a été créée en 2021, qui est la fusion entre l'équipe de liaison et de soins en addictologie de Sainte-Anne et une équipe de liaison psychiatrique qui était à Maison-Blanche. Donc voilà, comme on est devenu la GHU, il y a des équipes qui ont fusionné. Et du coup, notre rôle, c'est d'intervenir donc, au sein du GHU, dans tous les services, donc à Sainte-Anne, Henriel, La Salle, Avron, Hauteville. Donc peut-être que vous avez déjà croisé certains membres de notre équipe en stage. Donc principalement dans les secteurs de psychiatrie universitaire. On intervient aussi au CPOA pour donner des avis, avec les équipes mobiles psychiatrie précarité. Et on intervient aussi en neurologie, neurochirurgie et réanimation. Voilà. Et on intervient aussi dans les structures associatives, là c'est depuis peu. Donc dans les CARUD, c'est les centres d'accompagnement et de réduction des risques pour les usagers de drogue. Donc c'est des endroits où les personnes viennent chercher du matériel de consommation. Voilà. Dans les ESI, c'est les espaces solidarité et insertion, donc c'est des accueils de jour pour les personnes précaires. Dans les LHSS, c'est les lits halte soins santé, donc c'est les lits infirmiers qui sont par exemple du SAMU social, où les personnes précaires, elles peuvent avoir des soins, elles peuvent avoir des traitements qui leur sont administrés plutôt qu'elles soient à la rue. C'est beaucoup de personnes qui ont la tuberculose, par exemple. On intervient aussi dans les centres d'hébergement d'urgence et dans les foyers. Voilà, et on est une grosse équipe, on a 8 infirmiers, 5 médecins, une secrétaire et une cadre de santé. Et donc à Sainte-Anne, nous, on est 3 infirmiers et 2 médecins. Donc le rôle à l'équipe de liaison d'addictologie, en fait, ce sera un rôle d'assistance et de conseil auprès des équipes, donc sur les dépistages, les diagnostics d'addictologie et les prises en charge. Et on va aussi faire en sorte d'orienter les patients qui ont une conduite addictive, soit vers des suivis ou alors vers des postes-cures ou des lieux où ils peuvent aller chercher du matériel. Ça va dépendre un peu du profil du patient. On va aussi faire des groupes de parole et animer des ateliers. Par exemple, là, cette année, j'ai animé un groupe de parole sur l'alcool dans un foyer où on intervient une fois par mois. Donc, ce n'était pas tout à fait la même population qu'à l'hôpital, vu qu'ils sont un peu moins stabilisés, mais c'était très intéressant. Et on fait aussi de l'éducation thérapeutique. On a un programme prévention de l'overdose. Du coup, on peut être amené à former les patients à s'injecter un antidote quand ils font une overdose aux opiacés. On a aussi un rôle de formation auprès des équipes, soit pendant les temps de transmission, soit dans des moments informels. Ça nous arrive de participer à des synthèses. J'interviens aussi à la formation continue de la GHU pour donner des cours sur l'alcool ou sur la toxicomanie. Et des fois, on intervient aussi pendant la bibliographie qu'il y a dans certains services. Et ça nous arrive aussi d'aller faire des formations dans d'autres établissements, comme des lycées, par exemple. Voilà, c'est assez vaste. Et nos partenaires, donc, c'est les XAPA, les CARUD, les associations. Et on a vraiment un rôle en fait, de continuité des soins entre l'extra-hospitalier et l'intra-hospitalier. Voilà, on est très transversal. Au XAPA, du coup, il y a plusieurs rôles.
Quand les infirmiers sont à l'accueil, donc il y aura un rôle d'accueil et d'orientation des patients qui viennent consulter pour la première fois en addictologie. On peut aussi animer des ateliers et des groupes. Par exemple, on a un groupe femmes et alcool, qui est un petit peu, qui est rare. On a aussi 2 programmes d'ETP, addiction à hépatite et prévention de l'overdose. Et il y a un système de référence infirmière, donc chaque infirmière a un groupe de patients dont elle est référente. Du coup, elle peut réaliser avec eux des entretiens motivationnels de suivi, des dispensations de traitement et des aides au sevrage. Et voilà, on a un rôle de soutien, de relation d'aide, de surveillance du traitement, des difficultés, et on travaille en collaboration avec toute l'équipe pluridisciplinaire. C'était important que vous compreniez un petit peu le rôle de l'infirmier en addictologie, parce que c'est de ce constat en fait qu'on est parti pour créer notre étude. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les PHRIP? Donc les PHRIP, c'est des programmes hospitaliers de recherche infirmière. Donc c'était d'abord en 2010 et paramédical en 2011, parce qu'avant c'était que pour les infirmiers, et depuis 2011 c'est ouvert aux autres professionnels paramédicaux. Et du coup, ça va financer des projets qui comportent une investigation systématique. Les projets, ils sont financés sur 3 ans maximum. Et l'objectif, ça va être d'impulser le développement d'un potentiel de recherche dans les domaines des soins et des pratiques professionnelles. C'est vraiment pour valoriser la recherche, les prises en charge infirmières. Voilà, et du coup, comme je vous disais, soit il y aura un collège infirmier ou soit un collège d'autres professions paramédicales. Il y a beaucoup de kinésithérapeutes, par exemple, qui font des PHRIP dans les services. Et donc, en fait, nous, en 2016, on a essayé un petit peu, on a réfléchi dans notre service avec une médecin, donc moi, l'infirmière, et du coup, une psychologue et notre ancienne cadre de santé. On a réfléchi en fait à comment est-ce qu'on pouvait améliorer nos pratiques et quelles solutions innovantes on pouvait proposer pour nos patients. Parce qu'en fait, on est parti du constat que le craving, c'est l'envie irrépressible de consommer, c'était un des facteurs principaux de rechute chez nos patients, et qu'à ce jour, il n'y avait pas vraiment de thérapeutique ou de prise en charge totalement efficace pour le gérer. Et en plus, les recherches, elles ont montré que c'est un des symptômes principaux des addictions, et que c'est vraiment une cible thérapeutique privilégiée. Là, tous les traitements que vous pouvez être amenés à voir dans certains services, en fait, ça va être pour aider les patients à soulager leurs envies de consommer, parce que c'est souvent ça qui fait que les patients, en fait, ils vont interrompre les soins parce qu'ils ont des envies trop fortes. Donc voilà, on essaie de trouver comment les aider au mieux. Et donc, en fait, on a créé l'application smartphone Phoenix. Donc, c'est une application qui, comme je vous disais, qui cible le craving. Et en fait, utilisée entre 2 consultations, elle va aider les patients à gérer leurs envies de consommer. Parce que entre 2 consultations, donc les patients nous rapportent qu'ils ont des difficultés à gérer leurs envies au quotidien. Ils demandent des entretiens un peu plus rapprochés et des consultations plus fréquentes. Et vraiment, à ce moment-là, le risque de rechute et de perte de contrôle, il est majeur dans ce contexte. Donc Phoenix, en fait, elle n'est pas spécifique à un produit. On fait la recherche avec d'autres centres. Nous, à Sainte-Anne, on s'occupe de tous les produits. Mais à Nantes, eux, ils font les addictions comportementales. Donc, ils font le sexe, les jeux et les troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est vraiment spécifique à toutes les addictions. Et en fait, l'application va utiliser le principe de l'apprentissage automatique, c'est le machine learning. Donc, c'est un algorithme intelligent qui va s'ajuster selon ce que les patients ils vont rapporter quand ils utilisent l'application. Et elle va proposer du coup des stratégies de gestion des envies qui sont personnalisées en amont avec les patients pendant les entretiens infirmiers. En fait, c'est un médiateur qu'on a créé, une interface pour du coup aider les patients à gérer leurs envies de consommer. Et l'idée, c'est qu'il y a une suggestion de stratégie comme s'ils avaient, par leur téléphone, comme s'ils avaient un peu un soignant dans la poche en cas d'envie. Donc, ce PHRIP, en fait, il va évaluer l'efficacité de l'application Phoenix sur la prise en charge infirmière du craving chez des patients qui souffrent de troubles addictifs et qui sont suivis en ambulatoire. Et donc, c'est une étude multicentrique nationale, donc elle est faite à la fois à Sainte-Anne, à Nantes et à Lyon. Comme ça, on peut un peu comparer plusieurs types de populations différents selon les régions. Voilà. Les seuls critères d'exclusion, c'est qu'ils n'aient pas de smartphone et qu'ils n'aient pas de régime de protection sociale française, parce que ça, c'est les règles en recherche.
et s'ils sont trop décompensés sur le plan psychiatrique, on ne peut pas leur proposer l'application, mais sinon, c'est assez large nos critères. Et donc, la population de l'étude, c'est les patients majeurs qui consultent pour un trouble addictif dans l'un des services d'addictologie ambulatoire participants. Du coup, il y a 160 sujets sur 3 centres à recruter sur une période de 24 mois. Et ils sont répartis en 2 groupes. Il y a un groupe contrôle, donc c'est le groupe qui a l'application. Non, qu'est-ce que je raconte ? Il y a un groupe traitement, c'est le groupe qui a l'application. Donc voilà, on va évaluer le suivi infirmier à l'aide de l'application. Et le groupe contrôle, eux, ils auront une fausse application qui est un journal de bord électronique. Et du coup, ils auront le même suivi, sauf que l'application ne va pas leur suggérer de stratégie. C'est nous qui travaillerons avec eux pendant les suivis. Et donc, les patients, eux, ils seront suivis pendant 12 mois pendant l'étude. Et là, actuellement, du coup, il y a 55 patients qui ont été recrutés depuis décembre 2019. Et dans notre service, on n'a que 33 patients qui sont suivis. Les recrutements, ils sont un petit peu ralentis à cause de la crise sanitaire, où les projets de recherche, ils avaient été mis en pause. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Je vous ai mis mon contact derrière si vous avez des questions aussi. Voilà. Bonjour. Bonjour. C'était pour vous demander, est-ce que vous avez pu observer l'efficacité de votre application ? Enfin, est-ce que les patients vous ont fait des retours dessus pour voir si c'était efficace ou pas ? En fait, avant de faire... comme je vous disais, l'application, on l'a créée en 2016. Et avant de démarrer le protocole de recherche, on a fait une sorte de pilote dans notre service où, en fait, j'ai fait un suivi avec 50 patients où je leur ai proposé l'application et on a amélioré certaines fonctionnalités. Et du coup, c'était quand même assez efficace. Mais nous, notre objectif, c'est de pouvoir, si l'étude montre que c'est très efficace, pouvoir la donner au plus grand nombre. Et pour ça, il faut la valider par une recherche. Mais ça fonctionne. Déjà, comment se déroule la formation ? Est-ce qu'il y a des stages pour les IPA ? Là, on m'entend. Ah, on m'entend, super. Alors, question sur les IPA. C'est dommage parce que nos IPA, je crois qu'ils nous ont quittés. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, je coordonne les IPA sur le GHU. Donc, du coup, je vais pouvoir normalement vous répondre. Et si je dis des bêtises, on a notre coordo des soins, Madame Fan, qui nous a rejoint. Donc, du coup, elle m'arrêtera. La question, elle était en plusieurs temps, Florence, c'est ça ? Donc, combien de temps dure la formation ? Elle dure 2 ans. Donc, c'est un Master 1, un Master 2. Plusieurs universités proposent ces masters. Donc, vous en avez sur Paris, mais vous en avez en province. Ce qui distingue les 2 années M1, M2, c'est qu'en M1, vous êtes sur un tronc commun. Et en M2, en fait, vous choisissez votre mention. Donc, vous choisissez si vous voulez aller vers pathologie santé mentale, pathologie chronique, tout ce que Frédéric vous a expliqué tout à l'heure. Le deuxième temps de question, c'était les stages. Oui, la formation est ponctuée de stages. Donc, en M1, vous avez un premier stage de 2 mois qui peut varier en fonction des universités au niveau de la durée. C'est un stage qui est essentiellement centré sur la clinique. Donc, du coup, c'est des stages qui se font beaucoup auprès de médecins, sur des centres de santé, des unités de médecine, parce que vraiment, l'objectif, c'est que vous approfondissiez toute la clinique, en fait, en suivi patient. Et le deuxième stage, il est beaucoup plus long, il dure 5 mois en moyenne, et là, il s'oriente sur votre projet de pratique avancée au sein des services dans lesquels vous allez exercer. Et il y avait une deuxième temps de question. Ensuite, à quel moment de la formation des IPA, on choisit notre spécialisation ? Donc ça, j'ai dit deuxième année. Deuxième année. Ok. Et les inscriptions, comment on peut, si on veut s'inscrire pour l'année prochaine ? Alors, je vais répondre en 2 temps. Parce que soit vous êtes totalement indépendant d'établissement, vous financez vos études et vous appartenez pas à un établissement, auquel cas vous vous inscrivez vous-même en tant que candidat libre auprès des universités. Il y a un dossier à remplir, donc on vous demande en fait votre projet. Vous avez compris, je pense, Frédéric, elle vous a expliqué que même à la fin de votre diplôme d'état infirmier, vous pouvez prétendre à être IPA, mais que le décret IPA spécifie bien qu'il faut que vous ayez 3 ans d'exercice infirmier. Donc, ça veut dire que si, à la fin de vos études infirmières, vous allez vers un cursus pour continuer en master et après, pourquoi pas, doctorat, vous pouvez le faire. Et quand vous aurez votre diplôme d'infirmier en pratique avancée, il faudra quand même que vous exerciez pendant 3 ans comme infirmier quelque part avant de pouvoir utiliser votre master IPA. Le deuxième cas de figure, c'est que vous êtes en promotion professionnelle, c'est-à-dire que vous êtes agent d'un hôpital et l'établissement vous finance vos études. Est-ce qu'il y en a dans la salle ? Levez la main. Combien sont financés par l'établissement ? 3. Ouais, vous êtes
4, il y a des bras 5 et des petits bras qui se lèvent comme ça. Alors du coup, du coup, je ne les vois pas. Donc pour ceux qui sont en promotion professionnelle, il faut que ce soit validé dans le cadre d'une promo pro. Ça veut dire que comme pour vos études d'infirmier, il faut que vous repassiez par la direction des soins et que votre protocole d'organisation IPA il soit validé et qu'on vous accompagne financièrement. Combien sont intéressés là pour être IPA? Levez la main. Ouais, trop bien. Puis les autres, des IAD, on a des IAD déjà? Des gens qui voudraient être IAD ou pas? Ouais. IBOD? Ouais. Médecin? Non. Cadre de santé, cadre de santé. Ouais, super, c'est bien. Alors ça ne veut pas dire que pour ceux, et là je vais reprendre quand même les choses. Ça ne veut pas dire que moi je souhaite que tous les infirmiers ne veuillent pas être infirmiers à l'issue de leur diplôme. Hein. Moi qui suis une vieille infirmière, parce que j'ai un diplôme d'infirmier d'État de 94, donc ça remonte. Hein. Ce métier, je l'adore. Au fond de moi, je suis toujours infirmière, même si aujourd'hui je suis sur des missions de 4 sup. Et c'est très noble hein, d'exercer comme infirmier. On n'a pas tous envie d'être IAD, IBOD, IPA. Voilà, c'est aussi des projets. Chez moi, c'est venu plus tard. Hein. Moi, j'ai exercé plus de 10 ans comme infirmière. J'ai fait de la réa, de la chir, de la psychiatrie avant d'avoir envie d'évoluer. Et je ne suis pas IPA, donc vous l'aviez compris. Mais je coordonne les IPA. D'autres questions sur les IPA? En fait, on meuble le temps en attendant nos directeurs. On va pouvoir leur laisser la parole. En fait, j'aurais aimé savoir si pendant les stages, on était rémunéré. Non. Non, parce que là, il y a une réglementation au niveau des stages, vous savez, sur la durée. Et donc, vous n'êtes pas rémunéré. Mais ça rejoint la réponse que je vous ai faite en 2 temps tout à l'heure. Parce que quand vous êtes en promotion professionnelle, vous avez un maintien de salaire. D'accord, ok, merci. Bon, je ne serai pas loin, de toute façon, si vous voulez me voir pendant le temps de pause. Et je laisse la parole à nos directeurs. Le GHU Paris, c'est plus de 100 structures réparties dans la capitale, également au nord et au sud de la ville. Focus d'abord sur l'ambulatoire, l'essentiel de notre prise en charge en psychiatrie. Avec 33 centres médico-psychologiques pour adultes, c'est également 14 centres médico-psychologiques pour enfants et adolescents, pris en charge par les équipes infanto-juvéniles. L'hospitalisation compte 8 sites, avec Bichat, Hauteville, La Salle, Avron, Neuilly-sur-Marne et son pôle dépendance, Sainte-Anne qui regroupe l'hospitalisation du Sud, Henriet, et pour finir, Père et Vaucluse avec son dispositif médico-social. Le GHU Paris, ce sont aussi les urgences avec le CPOA et des présences dans les SAU de l'APHP pour assurer les urgences psychiatriques. Mais aussi des sites pour traiter des addictions avec 2 sites au nord, Marmottan et La Terrasse, et au sud, Moreau de Tours, ainsi que la CMME et son volet universitaire. Neurosciences maintenant, sur le site de Sainte-Anne avec le bâtiment Raymond Garcin qui entame sa reconstruction dans le courant de l'année 2020. Zoom sur le site Sainte-Anne à présent, qui regroupe aussi beaucoup d'activités. Les urgences, les hospitalisations, les addictions et les consultations universitaires et spécialisées. Des pôles transversaux. Des services transversaux. Et tous les dispositifs de recherche, de formation et d'innovation qui développent la dynamique du GHU. La majorité des directions sont présentes dans ce site siège du GHU. La DRH est à proximité rue Ferrus. Pour finir, parmi les autres services transversaux, nous trouvons les IPA et le Labo des sciences sociales à Marcadet, le pôle Santé sociale Nord à l'Espagnol, la qualité et l'action sociale Nord, l'épidémiologie à Pierre-Belle, et le pôle formation Porte de Montreuil. Ça vous permettait de voir cette vision de ce GHU qui est quand même un grand établissement, hein, vous avez bien compris.
c'est une de nos particularités, c'est qu'en fait, on est un établissement à taille critique, c'est-à-dire qu'on peut encore garder cette notion d'humain et d'avoir des rapports, et en même temps de pouvoir développer les projets. Et ça, c'est vraiment pour nous essentiel. Donc avec plusieurs catégories de filières, donc vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez au sein du GHU, c'est plutôt ça qui est intéressant. Donc ne vous focalisez pas que sur la psychiatrie, on a la psychiatrie c'est vrai, mais il y a aussi de la neuro, il y a aussi de la recherche, il y a aussi toutes sortes de prises en charge hyper diversifiées, donc on peut faire un parcours au sein du GHU. Vous pouvez venir pour 1 ou 2 ans, ou on peut faire des carrières, ça on a parlé de la promotion professionnelle, ou de la recherche paramédicale, de choses comme ça. Donc effectivement, on peut venir chercher vraiment tout ce qu'on veut. C'est ce qui est intéressant dans vos carrières de jeunes infirmiers de demain. Alors, peut-être un mot du projet. Le projet d'établissement, sur le projet d'établissement, on en a parlé, Monsieur Couillard vous en a parlé ce matin. Il y a vraiment 2 grands axes, c'est notre cap. La meilleure prise en charge des patients, et vous avez pu voir déjà ce matin à travers les présentations comme l'espace d'apaisement, c'est comment on peut améliorer les prises en charge. Donc ça, pour nous, c'est fondamental. Et on travaille, et il vous en a parlé ce matin, sur le partenariat en santé, ou comment intégrer les patients dans toutes les décisions que l'on peut prendre au sein du GHU, et aussi dans les spécificités de soins. Et le deuxième point, c'est l'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels, qui est fondamental aussi. Et là, notre autre axe, ça va être sur la démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire que toutes les directions fonctionnelles et l'encadrement, que ce soit médical ou paramédical, on essaye d'être au plus proche de vous et d'aller vraiment au sein des services et voir quels sont vos problèmes au quotidien, pour pouvoir trouver des solutions. Il y en a certaines, on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'immédiateté, mais en tout cas prendre en compte et voir ce qu'on peut améliorer. Donc c'est vraiment 2 axes très forts, le partenariat en santé, l'amélioration continue. Et c'est ça qui fait notre organisation apprenante. C'est ce que tu dis, c'est la chance d'être un jeune établissement. On a pu se réinterroger sur nos pratiques. Il a fallu faire un peu qu'est-ce que c'était notre ADN de GHU. On a un nom, vous savez, qui n'est pas très connu encore. On a de grands voisins qui sont bien installés. Donc nous, on a la chance d'être un jeune établissement et d'avoir réfléchi à ces questions-là. On le dira tout à l'heure, mais on a commencé par faire un projet social, par faire un projet d'établissement. On est venu interroger les personnels sur qu'est-ce qu'étaient nos valeurs, comment on pouvait se différencier. On est un jeune établissement, on a besoin de se différencier. Et on s'est dit finalement, quand même, l'hôpital, c'est avant tout des soins. Et donc on s'est posé comment on fait des bons soins. Et effectivement, alors on dit toujours bien prendre en charge, c'est avant tout des soignants heureux. C'est ce qu'on a essayé de faire. Alors modestement, Nadine le dit, tout n'est pas parfait, mais on cherche au quotidien à être dans l'épanouissement des soignants. C'est comme ça qu'on a pensé notre stratégie d'attractivité fidélisation. Vous le verrez parce que vous avez fait des stages un peu partout. Tous les établissements aujourd'hui ont des politiques d'attractivité, de fidélisation, lancent des choses à droite à gauche. Nous, on a vraiment pensé nos organisations pour l'épanouissement des soignants, et c'est renforcé par le fait que quand on va dans les IFSI avec Madame Fan, on interroge un peu, on a besoin de savoir quelles sont les motivations des jeunes étudiants, et ce qui revient le plus, c'est l'ambiance d'équipe. Donc on s'est dit comment on va travailler à ces ambiances d'équipe. On a repris les logiques. Avant, pour être un peu schématique, l'attractivité et la fidélisation, c'était la crèche, le logement, c'était les 2 choses. On s'est dit, mince, on entend quand même quotidiennement qu'il faut travailler aux conditions de travail, qu'il faut regarder comment un soignant peut s'épanouir dans un collectif de travail. Donc ça, c'est très important pour nous et on essaye de le développer, mais ça veut dire qu'on change un peu nos pratiques. La DRH d'il y a 5-6 ans, c'est plus la DRH d'aujourd'hui. On essaye de tous se mettre au service du soin au quotidien, et pour que vous puissiez apprendre. Et encore une fois, il n'y a pas de notion de faire carrière au GHU. On peut venir pour le temps qu'on veut. Alors je pense, et je le dis souvent, pour des jeunes professionnels, parce qu'il y en a qui vont tout de suite être attirés par l'intérim, les vacations. Je pense que c'est pas mal, quand on sort des IFSI, de commencer par des postes dans un hôpital, parce que non seulement ça prouve que vous pouvez vous intégrer dans un collectif de travail, c'est hyper intéressant,
Et puis, il y a l'aspect aussi, avoir une ligne sur le CV, avoir une ligne Sainte-Anne, GHU Paris, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez aussi exploiter derrière. Donc, commencer par de l'intérim, en tant que DRH, je trouve ça toujours un peu audacieux. Par contre, vous intégrer dans une équipe de soins, même pour 2-3 ans, je pense que ça valorise vos carrières derrière d'être dans un établissement comme le nôtre. Donc, n'hésitez pas, avec le GHU, qui est un jeune établissement. En plus, effectivement, c'est un établissement qui est quand même très important. Donc, ce qu'on voit avec les jeunes professionnels, c'est généralement, il ne faut pas plus d'1 heure de transport. Vous ne pouvez pas passer votre vie dans les transports, mais vous avez toujours, quand vous êtes en banlieue parisienne, vous n'êtes jamais loin d'un site du GHU, donc ce qui est très intéressant. Alors, il y a une question en direct, donc où peut-on... Alors, une question en direct, c'est vrai qu'il y a la vidéo. Une question en direct, où peut-on s'adresser pour faire un stage pré-professionnel? Donc, c'est à la direction des soins. Il n'y a aucun problème, vous pouvez, c'est auprès de Nathalie Saint-Étienne. Là, vous êtes en stage, donc actuellement, vous pouvez demander à votre cadre. Il y a une adresse mail, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez, autrement, vous pouvez venir à la direction des soins. Pour moi, c'est très important. Et j'ai 6 cadres supérieurs qui sont à la direction des soins, donc 3 qui travaillent sur les ressources humaines et une qui s'occupe de tout ce qui est politique de stage. Je reviendrai dessus. Mais il n'y a aucun souci. Pour les stages pré-professionnels, vous pouvez vous adresser à la direction des soins. Nathalie Saint-Étienne. Ouais. Alors, le projet médico-psycho-socio-soignant, pour nous, ça a été très important dans le projet d'établissement. C'était la présidente de la CME et la présidente de la SMIRT, donc la Commission des soins infirmiers de rééducation et médico-technique. Et ça a été un choix de ne pas séparer le projet médical du projet de soins, parce qu'il n'y a aucune cohérence à les séparer. Et donc, en fait, on l'a intégré complètement dans le projet d'établissement et on s'appuie, comme je vous l'ai expliqué, sur les 2 grands caps qui sont l'amélioration continue et le partenariat en santé. Parce que derrière, c'est améliorer la qualité des soins et accompagner les professionnels à améliorer leurs conditions de travail. Donc, on est vraiment sur ces 2 axes. Vous l'avez vu, vous avez entendu le docteur Galarda ce matin en introduction. Pour nous, c'était essentiel et on travaille tous ensemble pour ça. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment des axes très forts. L'autre axe, et ça, c'est un atout que l'on a, je vous en ai parlé ce matin et toute la journée, vous allez avoir différentes interventions. C'est tout le dynamisme qu'il peut y avoir dans la recherche paramédicale. Il y a la recherche médicale, le GHU est un établissement d'excellence, la prise en charge des patients AVC avec le pôle Neuro Sainte-Anne, mais aussi en psychiatrie avec tous les liens qu'on a entre la psychiatrie et les neurosciences. Et nous sommes quand même nous sommes le seul établissement en France à être un établissement de psychiatrie universitaire. Nous avons des pôles universitaires en psychiatrie, d'où nos filières d'excellence. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, il y a la recherche médicale, mais il y a aussi la recherche paramédicale. Donc, c'est Madame Bergot qui coordonne toute la recherche paramédicale. Et vous en avez, durant cette journée, différentes interventions. Donc ça, c'est fondamental. Et ça aussi, c'est un atout que l'on a au sein de ce GHU. Alors, quelques mots sur l'accompagnement des étudiants. Alors peut-être, et c'est Nadine qui vous le présentera, mais vous savez que c'est un secret pour personne, qu'on est dans des difficultés aujourd'hui de recrutement des infirmiers. Donc on sait que les étudiants constituent un vecteur de recrutement. Et donc l'idée du GHU, c'est quand même de mieux prendre soin des étudiants. On vous a entendu, on a été vous rencontrer dans les IFSI, on a lu la presse et on sait que les conditions d'accueil des étudiants ne sont pas toujours optimales, que parfois vous n'êtes pas bien intégré dans les équipes, qu'on ne prend pas le temps de vous présenter les locaux, qu'on a du mal à retenir votre nom. C'est des choses très concrètes mais qui nous ont été dites. Donc à un moment, on s'est dit, c'est pas possible d'accueillir des futurs professionnels comme ça, et donc on va prendre soin des étudiants qui sont dans nos services. On accueille 900 étudiants par an IDE
dans les services. Donc non seulement il faut que vous appreniez, parce que c'est le but du jeu, mais il faut aussi que vous vous sentiez bien pour que voilà, il y ait une belle image de l'établissement. C'est important pour nous parce qu'on sait que si le stage se passe mal, c'est normal, vous parlez, c'est sur les réseaux sociaux, et à un moment, voilà, on se dit le GHU accueille mal ses étudiants, et quand on n'a pas d'étudiants, on n'a pas de soignants, on se retrouve en difficulté. Donc on a une politique hyper volontariste pour un meilleur accueil des étudiants, ça on va vous le présenter, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette journée aujourd'hui, c'est de dire à un moment, on vous réunit tous et on prouve que vous comptez pour nous, parce que peut-être qu'on ne l'a pas fait assez pendant certaines années, et donc on a une politique de beaucoup réinvestir les IFSI, de vous faire des journées, d'avoir vos retours, de savoir comment on peut améliorer les choses. Et ça, finalement, d'avoir eu ces difficultés de recrutement, c'est un peu un mal pour un bien. Donc, on est en train de se re-questionner en ce moment pour faire notre politique de demain. Oui, parce qu'on a pu se rendre compte, c'est toujours ça, c'est se remettre en question en permanence. C'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on fait. C'est toujours dans ce cadre d'amélioration continue. On a besoin de vous, j'y reviendrai aussi, pour nous faire des retours. On n'est pas parfait, c'est très clair. On s'était rendu compte qu'on avait Donc, vous voyez le nombre de pôles qu'il y a qui sont différents, puisqu'on a plus d'une trentaine de pôles, et avec des politiques de stage, d'intégration des étudiants qui pouvaient être différents. Et ce qu'on a voulu, c'est réunir tout le monde et qu'on fasse quelque chose et qu'on prenne... Il y a toujours des choses positives dans chaque pôle et qu'on puisse améliorer tout ça. On a revu, normal, le tuteur de stage, le maître de stage, c'est dans la réglementation, mais on l'a bien reformalisé et on a rajouté, parce qu'on est tellement, vous avez bien vu en introduction, on est quand même éclaté, on n'est pas sur un seul monobloc où c'est beaucoup plus simple. Non, nous, on est éclaté sur tout Paris, plus Neuilly et Péray-Vaucluse. Et pour nous, c'était important qu'on ait aussi cette notion de coordonnateur de stage qui fait le lien avec les directions. Donc, soit la DRH et la direction des soins. Donc, ça, c'est ce qu'on a rajouté pour faciliter votre intégration et voir ce qu'on fait. Et actuellement, c'est pour ça que ce n'est pas encore noté dessus. On travaille là avec les groupes, un groupe de travail sur l'attractivité aussi des infirmiers, et on travaille sur la politique de stage. Ça a été à ma demande. On est en train de revoir, de faire les livrets d'accueil. Parce que c'est pareil, vous avez besoin aussi d'avoir certaines informations. Ce n'est pas vous mettre un nom de stage parce qu'il vous faut que vous fassiez un parcours sur vos 3 ans. C'est derrière, qu'est-ce que vous allez acquérir comme compétences. Chaque pôle a ses spécificités, a ses projets. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire, et tout ça sera mis, bien sûr, sur le site Internet, mais c'est aussi favoriser votre arrivée, c'est-à-dire que je vais aller dans ce pôle-là, qu'est-ce que je peux en retirer comme compétence? Et ça, c'est fondamental, puisqu'au sein du pôle, vous avez compris, pour la psychiatrie, vous avez de l'intra et de l'extra, et c'est intéressant aussi de faire un parcours pendant votre stage. Et sur le pôle Neuro-Sainte-Anne, de la même manière, j'ai bien vu tout à l'heure, là, quand je suis arrivée, certaines mains qui disent « j'aimerais bien être IAD, après être IBOD ». Bon, on a une grande chance, et ça aussi, c'est un atout, c'est qu'on a le pôle Neuro-Sainte-Anne qui nous permet d'avoir du MCO, enfin pas le O, le MC, mais avec une réanimation de la neurologie et de la neurochirurgie. Donc, neurochirurgie, pardon. Donc, du coup, pareil, quand vous allez sur le pôle Neuro-Sainte-Anne, c'est en regard aussi de vos différents projets, retravailler avec le maître de stage par rapport à votre parcours d'intégration. Donc, c'est tout ça qu'on veut revoir. Ça va se faire petit à petit. Donc, je vous parle, donc j'ai parlé, les parcours formalisés, je vous en ai parlé. Et donc là, je passe la parole pour le CAE à Monsieur Burnier. Alors, je vais vous effectivement parler du CAE, qui est le contrat d'allocation études, qui est en fait un dispositif où on vient vous rémunérer mensuellement au cours de la 3e année de votre scolarité, qui est un dispositif donc, où on vient vous rémunérer à hauteur de 750 € par mois, en fonction, et avec un engagement de servir. Ça veut dire très clairement que vous restez au sein du GHU pendant 18 mois à compter de la fin de votre scolarité.
à compter du moment où vous êtes diplômé. Donc ça me paraît être un très bon système. Ça marche pas mal ce système, puisque comme je vous l'ai dit, faire 2-3 ans à l'hôpital quand vous sortez de l'école, c'est à mon avis un bon plan pour votre CV. Vous voyez que la période de 18 mois, c'est 1 an et demi d'engagement de servir, c'est une période qui est assez courte. 1 an et demi, vous ne les voyez pas passer. Donc il marche pas mal ce dispositif. Alors nous, on va venir vous rencontrer. Vous pouvez vous adresser à la direction des soins où on va vous rencontrer pour évaluer votre projet. Et on part dans ce dispositif de CAE. On en a déjà une quinzaine avec nos 2 IFSI un peu partenaires. Donc c'est des dispositifs qui marchent pas mal dans les établissements franciliens. Et on essaye de promouvoir ce dispositif parce que ça vous permet aussi d'être mieux intégré au sein du GHU, de nous connaître. Et puis après, de vous lancer au sein du GHU, voilà, quitte à ce que ça soit uniquement pour 18 mois, mais vous avez cette possibilité. Et puis, c'est pas mal quand même d'être un peu rémunéré sur sa dernière année d'école. Alors, pour compléter, donc les contrats d'allocation d'études, si ça vous intéressait, vous envoyez, c'est pareil, c'est Madame Saint-Étienne qui gère les contrats d'allocation d'études. Donc, de la même manière, vous serez rencontrés par 2 cadres supérieurs de la direction des soins pour évaluer, comme l'a dit Monsieur Burnier, votre projet. Et ensuite, on voit ensemble par rapport à votre projet professionnel et où vous souhaiteriez ensuite exercer au sein du GHU. Il y a ça, il y a aussi une autre possibilité qu'on n'a pas mis sur la diapo, c'est qu'à partir de la 2e année, ce qu'on fait, c'est qu'on fait aussi les contrats de vacation. Donc, à partir du moment que vous êtes en 2e année et que vous avez validé votre première année, vous pouvez être exercé en tant qu'aide-soignant, faisant fonction d'aide-soignant. Et donc, il n'y a pas de souci. On prend aussi, on travaille beaucoup avec les étudiants. Et donc, vous pouvez faire des vacations. Et là, c'est Madame Poirier, à la direction des soins, l'autre cadre supérieur qui s'en occupe, qui bien sûr, vous voit en entretien. Et puis, vous voyez ensemble par rapport à votre projet. Donc ça, c'est vraiment les 2 points, le contrat d'allocation d'études et les vacations. La promotion professionnelle, on en a parlé, mais ça aussi, c'est un atout de ce GHU. C'est qu'on a développé et on met là financièrement... plus de 2 millions d'euros. Voilà. Les établissements ont, dans le cadre de la promotion professionnelle, un minimum et on est largement au-dessus en termes de minimum par rapport à ce qui est réglementé. Et donc, IAD, IBOD, IPA, cadre de santé, ça peut être d'autres choses après, mais globalement, c'est plutôt... Pour les publics soignants, oui, c'est ces types de formations qui marchent pas mal. Alors, je vous ai parlé donc des livrets d'accueil futurs. Ça va se faire d'ici, normalement, j'espère d'ici 2 mois que ça sera mis sur le site internet. L'autre point qui est fondamental, et ça aussi qu'on vient de faire et qui est opérationnel, ce qui veut dire que là, quand vous allez finir votre stage, vous allez pouvoir aller sur le site internet et cliquer sur le lien pour faire le questionnaire de satisfaction. Je vous ai dit, c'est important qu'on ait votre retour. C'est un questionnaire de satisfaction qui ne dure pas plus de 5 minutes, qui est anonymisé et en fait, les résultats vont directement à la direction. Ah ben voilà. Ça apparaît sous vos yeux émerveillés. Donc, être stagiaire au GHU, donc ça, c'est sur le site internet du GHU. Et vous pouvez répondre à ce questionnaire de satisfaction. Vous cliquez dessus, vous pouvez le faire de votre téléphone portable, de votre ordinateur, ce n'est pas un souci. Et ensuite, vous répondez, ça ne dure pas plus de 5 minutes, mais nous, vraiment, on en a besoin. Si on veut améliorer, il faut qu'on ait vos retours. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas et pour moi qui a été essentiel pour qu'on puisse s'améliorer par rapport à notre politique de stage. Donc, les chartes d'accueil qui est à venir, et ce que je vous ai dit aussi, on mettra ensuite tous les livrets d'accueil de tous les pôles pour les étudiants. Alors, quelques mots maintenant sur pourquoi vous allez choisir le GHU. Ça, c'est important. Donc, comme vous l'a dit sans doute le directeur ce matin, on est un jeune établissement et donc on a dû chercher à se démarquer
et finalement à faire une communauté hospitalière, parce que finalement, un infirmier de Sainte-Anne, un infirmier de Maison-Blanche, un infirmier de Père-et-Vaucluse, c'était pas tout à fait les mêmes. Et il a fallu qu'on se dise, voilà, comment on va créer un collectif de travail. Ça, je vous l'ai dit, c'était la chance d'être un jeune établissement. Donc la première démarche, ça a été d'interroger les personnels. Donc on a fait une enquête auprès de l'ensemble des personnels en disant, dans ce nouveau GHU, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que vous en attendez. On les a interrogés sur les temps de transport, sur les schémas horaires, 12h, 10h, 7h30. Et voilà, de vos histoires, sans oublier les histoires de vos établissements, qu'est-ce que vous vous attendez de l'établissement de demain? Et c'est de là qu'est née cette campagne hyper tournée vers l'épanouissement des soignants. Donc on a essayé de faire des actions concrètes derrière cet épanouissement des soignants pour que non seulement ils restent, mais qu'ils arrivent. Donc notre politique, c'est pas de dire vous allez venir chez nous, c'est vous allez choisir le GHU et pourquoi vous allez choisir le GHU. Et c'est là qu'on a mis nos points forts, nos points faibles. On a essayé de développer ça et de voir que les valeurs de notre projet d'établissement, déjà, on vous l'a dit, c'était la bienveillance, l'innovation et la proximité. Et on a dit finalement qu'est-ce que recherchent les infirmiers. Donc on a été rencontrer les infirmiers dans les IFSI. On les a fait travailler et on leur a dit finalement d'un hôpital, parce que notre démarche c'était aussi de dire on ne peut pas entendre toute la journée quand on lit la presse, quand on va sur Internet, que infirmier c'est un métier horrible, c'est très dur, l'hôpital c'est terrible. On essaye un peu d'avoir un discours positif et de dire oui, non, l'infirmier c'est un beau métier dans lequel on peut s'épanouir. Et comment on va faire pour s'épanouir? C'était le sens de notre démarche. Et finalement il y avait quatre idées qui étaient importantes pour les infirmières et ce qu'elles attendaient, ou ce qu'ils attendaient, c'était la notion de progression. Donc ça, on vous la donnera. C'est donc effectivement, les apprentissages, arriver dans un établissement d'excellence pour apprendre des choses, pouvoir les valoriser plus tard. Donc progresser, y compris avec les dispositifs de promotion professionnelle. Donc tout ce qui va être autour de l'épanouissement. Donc ça veut dire tout ce qu'on va faire sur la conciliation vie privée, vie perso. Donc c'est comme ça qu'on a monté des abonnements dans les salles de sport, qu'on a des ouvertures, la possibilité d'aller au Louvre, qu'on a tout un ensemble de choses sur les crèches. Donc on a un dispositif de crèche près de chez soi. On a un partenariat avec une société qui met à disposition des berceaux près du domicile des agents. Donc là, on remplit 100% des demandes des agents. Donc là aussi, c'est sur l'épanouissement. Mais l'épanouissement, c'est aussi au quotidien, avec des schémas horaires que vous pouvez choisir. Donc on a été très vigilants, parce que quand on a parlé avec les infirmiers dans les IFSI, c'est beaucoup le 12 heures qui vous plaît. Donc on va vers cette démarche de 12 heures, en ayant aussi la possibilité de garder du 7h30 et du 10h. Donc vraiment, tout ce qui est autour de l'épanouissement soignant. Une deuxième chose que vous souhaitiez, et on l'a beaucoup entendu, c'est être reconnu dans vos fonctions. Donc ça, c'était à un moment, comment vous êtes dans une équipe de soins, vous apprenez des choses, il y a des formations pour les nouveaux arrivants, mais la reconnaissance, c'est aussi la reconnaissance financière. Et donc, on a créé des dispositifs d'heures supplémentaires où vous pouvez vous inscrire sur une plateforme sur votre téléphone et faire des heures supplémentaires. Donc ça marche bien avec nos infirmiers. Et c'est une reconnaissance financière. On monte aussi prochainement, et on était en train d'en parler avant la réunion avec les syndicats, un dispositif d'engagement collectif. Donc ça veut dire, dans une équipe, vous montez un projet, n'importe quel projet, sport pour les patients, sur la nutrition, vous montez un projet collectif, et derrière, vous allez toucher une prime qui est de 200 à 1200 euros. Vous voyez ? Donc on essaye de construire des dispositifs qui vont nous permettre de créer des collectifs de travail. Donc voilà, pour nous, la notion de collectif, elle est vraiment importante, et on la met dans ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et puis les fonctions de se dépasser, là c'est ce que vous disait Nadine aussi, c'est tout ce qui est l'excellence, la recherche paramédicale et les valeurs comme ça. Et derrière, vous voyez, dans ce qu'on appelle un mandala, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps ce que c'était, on a repris quels exemples concrets. Donc on va travailler sur le logement, je vous ai dit, on a un parc de 500 logements au sein du GHU. La petite enfance, c'est ce que je vous disais sur le réseau Babylou qui est près de chez nous.
L'égalité femmes-hommes, on a créé un plan, on a fait une politique très claire de lutte contre le harcèlement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a formalisé aussi. Vous voyez, c'est tous ces dispositifs qui, mis bout à bout, vont faire que l'hôpital il va pouvoir aussi demain changer et être plus accueillant pour les soignants. Donc effectivement, Nadine le disait, on ne fait pas tout bien, mais voilà nos idées pour les prochaines années et comment on pense qu'on va pouvoir épanouir nos soignants. Une petite question pratique, si on bénéficie du CAE, la bourse se résilie-t-elle automatiquement? Je ne pense pas, mais je répondrai par écrit un peu plus tard. Il faut que je vérifie. Ouais, c'est une question qu'on nous a posée. On a été en les... IFSI, qui nous ont déjà posé. C'est pour ceux qui sont à Pôle emploi ou qui reçoivent. Ouais, c'est ça. Je pense, il me semble qu'il y a quelque chose. Et là... On mettra l'information à disposition dans l'IFSI. On répondra dans le chat cet après-midi. Oui, dans l'hospitalité, ce matin, vous avez eu un exemple concret. Quand on a parlé, vous avez eu la présentation de l'espace d'apaisement. Ça, c'est en lien avec l'hospitalité. C'est comment, voilà, c'est toute la réflexion que l'on a aussi pour les patients. Et bien sûr, qu'on intègre les patients. L'autre point, Antoine parlait des nouveaux arrivants. Donc ça aussi, c'est très important. Vous avez 3 ans, vous êtes en formation pendant 3 ans. C'est une formation qui est généraliste. Et pour nous, c'est très important que tous les nouveaux arrivants puissent avoir accès à la formation continue pour compléter vos formations et que vous ayez en main tous les dispositifs, tous les moyens pour prendre en charge les patients. Que ce soit du côté du pôle Neuro-Sainte-Anne, qu'en psychiatrie. Donc voilà, donc ça aussi, on a un développement de formation continue et c'est dans notre axe de travailler sur les nouveaux arrivants avec, à chaque fois que vous arrivez, dans le cadre de votre intégration, qu'il y ait des formations qu'on va dire, entre guillemets, obligatoires. On a travaillé avec des infirmiers, des jeunes infirmiers qui sortaient pour cibler en fonction des spécificités, vous avez bien compris, entre le médico-social, entre de l'EHPAD, de la masse, du sanitaire avec l'USLD, de la psychiatrie ou de la neurologie, de la neurochirurgie, les formations ne seront pas les mêmes. Donc on a vraiment travaillé dessus pour pouvoir qu'on puisse vous mettre à disposition aussi des formations en ce sens. Alors, il y a une question sur l'allocation CAE de 750 €. Oui, elle vous est donnée et éventuellement vous pouvez la cumuler avec des vacations d'aide-soignant. Je pense que c'était ça le sens de la question. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis quand même vous dire quelques mots, alors vous en avez vu une tout à l'heure, mais de nos ambassadeurs. Donc là, la démarche, je vous l'ai dit, c'était aussi de donner un visage un peu positif et un peu sympa de notre hôpital. Donc les pauvres, ils sont affichés dans tout l'hôpital, de la DRH à la direction générale au service. Mais on a voulu, derrière les valeurs qu'on portait, et je vous ai dit pourquoi les infirmiers choisiraient le GHU, donc pour se dépasser, progresser, être reconnus et s'épanouir, on a cherché des gens qui puissent incarner ces valeurs, ces objectifs. Donc c'est des vrais gens, c'est des vrais ambassadeurs qui sont un peu dans cette démarche. Voilà, l'hôpital d'aujourd'hui, voilà, il y a des belles choses à faire, on peut faire des belles carrières. Et derrière, vous avez des ambassadeurs donc, qui sont déclinés sur chacun de ces 4 axes qu'on a travaillés. Donc vous voyez sur la progression, Priscilla qui est rentrée comme ASH, qui a été diplômée aide-soignante et qui est en études d'infirmière actuellement, qui a les offres de formation dont on vous a parlé et qui peut choisir parmi une multitude de spécialités pour évoluer et pour progresser. Donc ça, voilà le visage de quelqu'un qui a fait ce parcours et qui a progressé. L'épanouissement, ça c'est une autre ambassadrice qui s'appelle Jacqueline, voilà, qui peut choisir ses horaires de travail, qui a accès à un planning sur son téléphone et qui peut faire des activités sportives. Je vous l'ai dit, on sponsorise les activités dans les salles de sport, donc c'est des trucs plutôt sympas. Aller au Louvre ou toute la démarche culturelle qu'on essaye de faire. On a pas mal finalement de difficultés quand on est dans Paris parce que les loyers ils sont plus chers. Mais nous, on a essayé de valoriser aussi tout l'accès à l'offre culturelle, à l'offre sportive qu'on peut avoir. Donc ça, c'est tout ce qui est autour de l'épanouissement.
tout ce qui est autour. Ça, c'est Sofiane, c'est celui qu'on présente dans les IFSI, parce que voilà, il est capable de vous expliquer pourquoi il a choisi la psychiatrie, qu'il a effectivement appris des choses, qu'il est passé par le SAU, qu'il est formé, qu'il est dans des équipes un peu costauds, voilà, et que Sofiane, il peut aussi faire des heures supplémentaires, ce que je vous disais, et qu'il a un accès facile au dispositif de formation et à un exercice professionnel près de chez lui. Donc voilà, c'est tout un peu ces richesses qu'on a cherché à mettre en valeur. Et puis Frédéric, que vous avez eu le plaisir de rencontrer tout à l'heure, qui voilà, est un exemple de quelqu'un qui se dépasse au quotidien pour les patients. Donc voilà, l'idée de ces ambassadeurs, c'est pas de la communication pour faire de la communication. On a beaucoup travaillé, ça paraît pas, mais à voir comment on rassemblait les gens et qu'est-ce qu'on voulait tirer de ça. Et on est assez fiers du travail qu'on a fait, je dois dire. Et ça doit vous permettre de choisir le GHU. Vous n'êtes pas encore infirmier quand vous êtes en 3e année. Donc, vous ne pouvez pas cumuler un salaire d'infirmier. Par contre, ce que vous pouvez cumuler, ce qu'expliquait M. Burnier, c'est des vacations d'aide-soignant et le contrat d'allocation d'études. Le contrat d'allocation d'études, il n'y a pas un engagement de servir pendant que vous êtes en formation. L'engagement de servir, c'est après votre formation. Hein, donc, il n'y a pas à donner des heures pour le GHU. C'est vraiment là pour vous, pendant votre 3e année, ce qui vous permet aussi, c'est facilitant, hein, 750 €. Et derrière, c'est un engagement de 18 mois. Il y a une question sur le chat aussi sur les 12 heures, puisqu'on sait que c'est important et que les jeunes professionnels, souvent vous plébiscitez le 12 heures, et on nous demande combien de services du GHU sont en 12 heures. Donc on est, je vais pas vous mentir, on est sur à peu près la moitié des services qui sont en 12 heures. On a cette tendance d'aller vers le 12 heures. On y va avec enthousiasme, mais avec certaines précautions aussi, parce qu'on sait que c'est un rythme de travail qui n'est pas neutre et que les organisations en 7h30, elles sont pensées différemment d'une organisation en 12 heures. Ce qu'on essaye aussi, c'est sur des sites d'avoir plusieurs schémas horaires, d'avoir et du 7h30, et du 10h, et du 12h, parce que voilà, dans une équipe de soins, vous avez des jeunes, des moins jeunes, des qui aiment le 10h, des qui aiment le 12h. Les équipes de nuit n'aiment pas forcément le 12h, donc on essaye d'avoir tous ces schémas horaires au sein du GHU. Mais oui, il y a du 12 heures donc et en psychiatrie et en neurosciences. Donc c'est des choses qu'on a mis en place. On va le passer en neurosciences, là. Et on le passe en neurosciences. On était en 7h30, on va passer en 12 heures pour la neurologie et puis ensuite pour la neurochir. La réanimation était déjà en 12 heures. Donc voilà, la présentation d'aujourd'hui, c'était vraiment pour vous sortir un peu cette image d'hôpital difficile, d'hôpital avec des conditions de travail compliquées. On sait que tout n'est pas magique, mais on est vraiment dynamique et vraiment solidaire dans ce qu'on veut construire pour les soignants. Donc voilà, l'ADN du GHU, en quelques mots, c'est vraiment l'évaluation des soignants au quotidien. C'est ce que disait Mathilde, c'est vrai, c'est que ça va effectivement des heures supplémentaires aux crèches, mais ça va aussi dans un service, une porte qui est cassée, on ne doit pas la laisser 3 mois, parce que c'était aussi des défauts qu'on avait à l'hôpital, et c'est des choses qu'on essaye de travailler pour qu'au quotidien, on soit dans des bonnes conditions de travail, parce que c'est important, la question des locaux aussi, vous êtes dans un site qui est quand même superbe ici, mais vous avez au sein du GHU toute cette politique un peu patrimoniale de gestion des locaux qui va avec votre vie dans les services, parce que ça fait partie aussi de l'ambiance d'équipe. Donc c'est des choses auxquelles on est très sensible. Merci beaucoup. Alors, le stage, vous êtes en stage. S'il y avait les moindres interrogations par rapport au stage, vous n'hésitez pas à revenir vers la direction des soins. Madame Saint-Étienne, mais autrement, dire des soins, ça arrivera toujours à la direction des soins. Et on vous répondra, bien sûr. Voilà, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Merci à vous, et bon stage.